Mais bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Je me présente, je suis Catherine Laprise, chercheure à l'Université du Québec à Chicoutimi et je dirige surtout, et c'est à ce titre que je suis là ce soir, le Centre intersectoriel en santé durable. Alors la santé durable, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'intéresse à la santé physique, psychologique, sociale, économique, pour tous, à toutes les étapes de la vie, avec une préoccupation pour les générations futures et un souci pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Alors, c'est ce à quoi on s'intéresse au Centre intersectoriel en santé durable. Et dans nos activités, on essaie de faire le plus possible d'activités grand public. Alors, des activités où on veut partager avec la population les connaissances scientifiques et dans une optique, évidemment, de servir les gens, c'est-à-dire de donner des données probantes quant à la prévention, la promotion de la santé pour différentes collectivités, communautés ciblées. Et la conférence de ce soir avec la professeure et docteure Sylvie Belleville, s'inscrit dans ce contexte et cible particulièrement un des défis. À partir du moment où on vient au monde, on se met à vieillir. Et ce qu'on souhaite tous, c'est vieillir avec la meilleure santé possible pour toutes les composantes de notre individualité, alors physique, psychologique, sociale et spirituelle. Et cette conférence-là, aujourd'hui, nous montre comment favoriser notre santé cognitive quand on vieillit. Et on a le bonheur d'avoir la professeure Belleville avec nous, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1. Et là, je vais mettre mes lunettes pour lire le titre comme il faut. Sur les neurosciences cognitives du vieillissement et la plasticité cérébrale. Elle est professeure à l'Université de Montréal et elle dirige le nouveau réseau québécois sur la santé du vieillissement. Alors, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité, Dr. Da Silva, Dr. Laprise. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous ce soir. Donc, on va parler de santé cognitive quand on vieillit. Alors, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de santé cognitive? Vous êtes intéressé par la santé cognitive, vous êtes ici ce soir. Pourquoi est-ce que ça vous a intéressé? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aussi à la prévention? C'est-à-dire faire en sorte qu'on maintient sa santé cognitive quand on vieillit. Bien, d'abord, ce qui est important de savoir, et ça étonne toujours les jeunes, je dois dire, quand on pose des questions aux personnes âgées, on a parfois des surprises. Ça, c'est le résultat d'une enquête auprès de plus de 2000 femmes canadiennes âgées par mes collègues Cara Tannenbaum il y a quelques années déjà. Et on demandait à ces gens-là, on leur donnait toute une liste de maladies. Vous avez par exemple l'ostéoporose, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer du sein, le diabète, etc. Et là-dedans, on avait mis les problèmes de mémoire. Et on leur a demandé, c'est quoi vos priorités de santé? Vous avez le droit d'en mettre plus qu'une, là, évidemment. Et la première chose, en tout cas, la chose qui était nommée le plus souvent par les personnes âgées, plus âgées, c'était la mémoire. Et ça, évidemment, c'est étonnant quand on demande aux jeunes c'est quoi vos priorités de santé, ils ne vont pas nous dire la mémoire. Mais quand on vieillit, on commence à trouver que c'est important, réaliser que c'est important. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est quand on demande aux personnes plus âgées, est-ce que cette priorité de santé, elle est prise en charge par votre médecin? Bien, c'est celle que les femmes âgées rapportaient comme étant la moins prise en charge par leur médecin. Donc, ce qu'on appelle un besoin non comblé. C'est à la fois très, très important pour les personnes plus âgées quand on vieillit, mais en même temps, on n'a pas nécessairement les réponses à nos questions. D'où l'importance pour moi d'en parler, de parler de mémoire, de parler ce qu'on peut faire pour garder une bonne mémoire, une bonne cognition quand on vieillit. L'autre raison, évidemment, c'est parce que, ça, la science nous le dit, quand on vieillit, on a ce qu'on appelle un déclin cognitif. C'est-à-dire que les choses, la mémoire à long terme, qui est la mémoire de ce qui nous arrive, ce qu'on a mangé ce matin, ce qu'on a fait la semaine dernière, ce que nous a raconté telle personne, un livre qu'on a lu, la mémoire à court terme, qui est aussi cette espèce de mémoire très court terme qui nous permet, par exemple, de mémoriser un numéro de téléphone. Mais aussi, toutes sortes d'autres composantes de la cognition, ça devient de moins en moins bon quand on vieillit. Regardez mon graphique, il est intéressant ici.
ça va de 20 ans à 80. Puis vous ne voyez pas qu'il y a une espèce de, tu sais, c'est tout stable, parfait, puis après une chute à 65 ans, on voit bien que c'est très graduel. Dès 20 ans, on commence à avoir des changements au niveau de notre mémoire. On commence à avoir des changements au niveau de notre cognition. On s'en rend plus compte quand on a 70 ans, 75 ans, parce que là, on voit un peu plus les effets. Mais c'est quelque chose qui est très graduel. Ce qui est intéressant aussi dans ce graphique, c'est que vous voyez un petit graphique ici en bas, là. Bien, ça, c'est un graphique qui nous montre que tout ne chute pas quand on vieillit. Il y a des choses qui restent stables dans notre cognition. Il y a même des choses qui s'améliorent. Et ça, dans ce graphique-là, on a tout ce qui est le vocabulaire, tout ce qui est les connaissances sur le monde, mais aussi le jugement. Donc, si je prends des gens de 20 ans et des gens de 75 ans et que je demande, par exemple, d'épeler des mots, trouver des synonymes, donc de faire appel à nos connaissances sur le monde, les personnes plus âgées seront meilleures. Mais ça, on ne le dit jamais. Et on ne le dit jamais parce qu'on a tendance à focaliser sur les choses qui changent, qui vont moins bien quand on vieillit. Mais il y a des choses aussi qui s'améliorent. Donc, il faut vraiment reconnaître qu'en vieillissant, il y a des choses qui sont plus fortes. Et ça, c'est vraiment important. L'autre point très important, s'il y a quelque chose que je veux vous gardiez de cette conférence-ci, c'est l'extraordinaire variabilité du vieillissement cognitif entre les individus. Ça, ici, vous avez différents groupes d'âge. Vous voyez les gens de 35 ans, ça, c'est la performance cognitive. Si je fais faire des tests de mémoire, des tests de raisonnement à des gens, on voit ici, plus qu'on est vers la droite ici, et meilleur on est. Hein? Donc, les gens de 35 ans, on voit que globalement, ils sont meilleurs que les gens de 85 ans, qui sont ici en vert. Hein? Les gens de 35 ans sont en rouge, en bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même du monde qui ont 80, 75, 80, 85 ans et qui sont aussi bons que des gens de 35 ans. Vous les avez ici, ça c'est un monsieur ou une madame, une autre personne ici. Donc on voit qu'il y a une grande variabilité et que ce n'est pas vrai que tout le monde a une mémoire moins bonne en vieillissant. Des gens qui conservent leur fonction cognitive, on en a des exemples, hein, Hubert Reeves par exemple, ou Jeannette Bertrand. On voit qu'il y a des gens qui conservent très très bien leur fonction cognitive. Des gens le conservent moins, mais il y a toute cette grande variabilité du vieillissement. Puis une question qu'on a comme chercheur, mais vous avez aussi peut-être comme personne, c'est qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces personnes-là, Mme Bertrand, M. Hubert Reeves, qu'est-ce qu'elles ont fait? Pourquoi est-ce qu'elles ont une si bonne cognition? C'est vraiment important de savoir ça, parce que si on trouve le truc qui permet de comprendre pourquoi elles ont une bonne cognition, ça permet peut-être d'aller identifier des stratégies pour aider monsieur, madame, tout le monde à maintenir une meilleure cognition. Et dans le fond, là, les études commencent à mieux comprendre. Et vous avez ici une espèce de petite représentation, c'est comme une espèce de bataille de Jedi, si vous voulez, où vous avez les forces négatives et des forces positives. Il y a dans le cerveau, on le sait, il y a des phénomènes de changement physique qui se passent. On sait qu'il y a de la neurodégénération, on perd des cellules, on perd des cellules, on perd des cellules qui soutiennent les neurones rapetissent un peu, on a des accumulations de protéines qu'on sait qui sont associées par exemple à la maladie d'Alzheimer ou qui sont associées à la maladie de Parkinson. On a de l'inflammation, nos vaisseaux sanguins ne sont pas aussi bons, il y a des atteintes neurovasculaires. Donc ça, c'est les forces négatives. Mais on a aussi énormément de forces positives que sont ce qu'on avait appelé aujourd'hui la réserve cognitive, la neuroprotection. Donc on sait que votre cerveau, il reste très plastique. Le cerveau est très plastique, chez les enfants, il est très plastique, mais il maintient sa plasticité jusqu'au grand âge. Même dans les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, il y a tous ces phénomènes de plasticité. On joue et vont essayer de se battre contre ces forces négatives pour faire en sorte qu'il y ait moins d'impact sur le vieillissement cognitif. Alors,
Donc, comme chercheur, c'est sûr qu'on va travailler sur la maladie, faire des médicaments pour réduire, par exemple, les dépôts amyloïdes dans le cerveau des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. C'est sûr qu'on va essayer de réduire les forces négatives, mais on va aussi essayer d'augmenter les forces positives. Et c'est comme ça qu'on va favoriser la santé cognitive. Alors, ça c'est un graphique un peu scolaire, là, mais c'est juste pour vous illustrer que vous avez l'âge. Avec l'âge, on sait qu'on a de la pathologie qui s'accumule dans le cerveau. On sait qu'il y a des changements dans la structure du cerveau, puis tout ça amène des problèmes cognitifs ou des changements au niveau de sa cognition. Mais on a deux choses qui vont arriver chez certains individus. Certains individus vont mieux préserver leur cerveau, donc ils ont moins de pathologies que d'autres. Ils ont moins de changements dans leur cerveau. Donc, c'est comme s'ils avaient un cerveau plus jeune. Vous avez un cerveau d'une personne de 20 ans plus jeune. Ça, c'est ce qu'on appelle le maintien cérébral. La réserve cognitive, ça, c'est un processus aussi qui joue dans le cerveau et qui fait en sorte que certaines personnes, même quand elles ont la pathologie dans le cerveau, même quand le cerveau a des changements, il y a de la compensation. Vous allez développer plus de neurones, vous allez développer plus de liens entre vos neurones qui fait que vous allez pouvoir combattre les effets de la pathologie sur la cognition. Ça, c'est une étude que je vous montre ici, juste pour vous illustrer ce que je viens de vous dire, parce que des grands chercheurs, ça c'est vraiment important, ça a révolutionné le domaine de la maladie d'Alzheimer. Il y a des chercheurs qui ont suivi des cohortes de personnes depuis la vingtaine. Donc, ils ont suivi des personnes, bon, ça donnait, c'était des gens du clergé, des sœurs religieuses. On les a suivis, on les a évalués annuellement. Et ces gens-là avaient accepté de donner leur cerveau à leur décès. Et quand on regarde le cerveau de ces gens-là, on voit qu'il y a des gens, parmi ces personnes avec qui on avait fait un suivi de leur cognition tout au long de leur vie, on a vu qu'il y a des gens qui avaient un cerveau qui était exactement le cerveau d'une personne avec une maladie d'Alzheimer. Elle avait plein de lésions cérébrales. Ces personnes avaient plusieurs lésions cérébrales, mais elles n'avaient pas de maladie d'Alzheimer, elle n'avait pas les problèmes cognitifs que pendant sa vie, de son vivant, elle n'avait pas de problème de mémoire. Donc ça a beaucoup fasciné les chercheurs. Et ce qu'ils ont observé, c'est que souvent, c'était des gens qui avaient eu une vie cognitivement très active. Et on l'a ici. Quand ces chercheurs-là regardaient les patients qui avaient eu une maladie d'Alzheimer, donc on diagnostiquait, etc., ils ont beaucoup d'amyloïdes dans leur cerveau. Par contre, quand on regardait les gens qui avaient eu qui avaient beaucoup d'activités cognitives de leur vivant, ils avaient un cerveau qui avait presque pas d'amyloïdes. OK? Et ils avaient un cerveau qui était similaire à celui des jeunes. Donc ça veut dire qu'ils avaient un cerveau qui était normal ou en santé. Par contre, on a aussi des gens qui peuvent avoir un cerveau où il y a des atteintes au niveau du cerveau, mais parce qu'ils activent davantage leur cerveau, ça ne va pas affecter leur mémoire. OK? Donc, il y a ces deux mécanismes. À la fois, on réduit la pathologie dans le cerveau chez certaines personnes et on peut aussi augmenter les processus qui vont compenser pour la pathologie dans le cerveau. Alors, comment on fait pour protéger son cerveau et comment on fait pour se construire une réserve cognitive à tout âge? Il y a deux types de facteurs qui vont nous intéresser. D'une part, on a ce qu'on appelle des facteurs qui sont non modifiables. On sait qu'il y a des facteurs de risque associés à la maladie d'Alzheimer. Si vous êtes plus âgé, vous avez plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer. Il y a certains gènes qui vont vous rendre plus à risque de développer la maladie d'Alzheimer. Si vous êtes une femme, vous avez plus de risques aussi de développer la maladie d'Alzheimer. Par contre, il y a tout un paquet de facteurs de risque modifiables qui sont des comportements
ou des conditions qui peuvent être changées, qui peuvent être éliminées, soit au niveau individuel, soit au niveau sociétal. Alors, vous les avez ici, c'est en anglais, là, mais on va en parler, puis j'ai d'autres diapositives, mais ça, je voulais le montrer parce que c'est un graphique très important d'une équipe de Livingstone et ses collaborateurs qui a été publié dans une revue très solide, influente, et qui montre que dès le début de la vie, on commence à préparer son cerveau, à rendre son cerveau plus résistant à la maladie d'Alzheimer ou aux troubles cognitifs liés à l'âge. Les gens qui ont, par exemple, plus d'éducation formelle, qui ont été à l'école plus longtemps, ou alors qui ont été plus actifs intellectuellement au cours de leur vie, sont moins à risque de maladie d'Alzheimer. Le fait aussi d'avoir... Il y a des facteurs aussi qui ont cours un peu plus dans la quarantaine, cinquantaine, comme par exemple commencer à avoir des problèmes auditifs, avoir de l'hypertension, consommer beaucoup d'alcool, de l'obésité. Tout ça, ce sont des facteurs qui ont été associés aussi à un plus grand risque de maladie d'Alzheimer. Et puis d'autres facteurs comme la dépression, l'isolement social, le fait d'être sédentaire. Des facteurs aussi qui sont plus sociétaux, comme par exemple la pollution de l'air. Intéressant ou en tout cas inquiétant, peut-être vous me direz, de noter que même la pollution de l'air peut avoir un impact sur la santé de notre cerveau. Et quand on regarde tous ces facteurs-là, quand on regarde leur impact, comment est-ce qu'ils augmentent votre risque, on a réalisé que si on était capable de les éliminer totalement, on pourrait réduire 40% des cas de maladie d'Alzheimer. 40%, c'est gigantesque. Et ça, c'est parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie liée à l'âge. Si on repousse le moment, par exemple, où on va avoir la maladie d'Alzheimer de 2 ans, de 5 ans, si la maladie, elle est là, mais j'ai mis en place tout un style de vie qui fait que je me protège des effets de la maladie d'Alzheimer, peut-être je vais mourir d'autre chose que la maladie d'Alzheimer. Donc, je vais garder toute ma tête pendant mon plus grand âge, puis je vais mourir d'autre chose. Ce que les gens veulent pas mourir d'une maladie d'Alzheimer parce qu'ils veulent garder leur autonomie. Donc, c'est pour ça que ça a tellement d'impact sur le nombre de cas ou sur le pourcentage de cas. Vous avez ici les différents facteurs, donc le diabète, l'hypertension, donc le tabagisme, tout ça vont agir soit sur le fait de maintenir une bonne santé cérébrale, donc on va réduire les dommages neuropathologiques dans le cerveau, soit ça va augmenter votre réserve cognitive, c'est-à-dire que ça va vous permettre de combattre l'effet de ces dommages neuropathologiques et mis ensemble, ça va retarder l'apparition de problèmes neurocognitifs. Donc, c'est comme ça qu'on pense que ça agit. Donc, aujourd'hui, ce soir, j'aimerais vous parler de 7 facteurs de risque modifiables. Vous les avez ici. C'est des facteurs qu'on a identifiés dans le cadre d'une étude qu'on appelle Santé Cerveau Pro, qui est une étude pan-canadienne où on a développé un programme pour donner tout un tas d'informations et de trucs aux personnes âgées sur comment on fait pour favoriser sa santé cognitive avec l'âge. Et ce soir, ce que je vais faire, je vais vous dire d'abord ce qui est important au niveau sociétal, c'est est-ce que ces facteurs de risque-là sont prévalents, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont fréquents dans la société? Puis ça, c'est important. Puis si vous avez un facteur de risque qui affecte une personne à Chicoutimi, c'est moins important pour la santé publique de Chicoutimi de s'y intéresser, même si c'est important pour cette personne-là. Mais si ce facteur de risque, il affecte 30% de la population de Chicoutimi ou du Saguenay, là, ça devient important de s'y intéresser. On pourrait avoir un impact important sur la santé de la population du Saguenay. Donc ça, c'est la prévalence. L'augmentation du risque, ça, c'est ce risque-là, si vous l'avez, il augmente de combien de pourcents votre risque de développer une maladie d'Alzheimer, par exemple? On parle de maladie d'Alzheimer parce que c'est l'extrême. C'est les mêmes facteurs pour la santé cognitive, même chez quelqu'un de normal. C'est les mêmes facteurs qui vont jouer. Donc là, on va parler de l'augmentation du risque qui est associé à ce facteur de risque particulier. OK? Parce que c'est important, évidemment. Si ça augmente de 60% votre risque, il faut s'en occuper.
Puis après, je vais aussi vous donner quelques conseils parce que là, je vais vous donner quand même pas mal de conseils aussi parce que je pense que des fois, c'est mon Dieu, faut-il être parfait, etc. On me pose souvent plein de questions de ce type-là et la réponse est bien sûr non. Premier facteur, évidemment, Dr. Da Silva va être content, c'est l'activité physique. C'est sûr que c'est un facteur qui est vraiment reconnu comme étant fortement associé au risque de développer une maladie d'Alzheimer. C'est associé à la santé cognitive. Prévalence de la sédentarité au Canada, là je vous donne les chiffres canadiens, 17%. C'est quand même pas mal. Et l'augmentation du risque de démence, 40%. Donc, ça augmente, si vous êtes sédentaire, ça augmente de 40% votre risque de démence. Vous avez ici juste un graphique pour vous montrer que ça repose vraiment sur de la science, là. Ça, c'est un graphique où on va aller voir plein d'études qui sont sorties, parce que des fois, les études, c'est contradictoire, puis on se dit, oh mon Dieu, c'est quoi la réalité de tout ça? Mais en fait, ici, on a compilé tout un tas d'études, puisque quand l'étude ici, elle est à gauche, ça veut dire que le fait d'être actif physiquement est associé avec le fait de ne pas avoir de déclin cognitif dans cette étude-là. Alors que quand c'est à droite, ça veut dire que c'est associé avec le fait d'avoir du déclin cognitif. Et donc, on voit que toutes les études sur l'activité physique sont associées avec le fait de ne pas avoir de déclin cognitif avec l'âge. C'est vraiment une donnée qui est juste totalement convaincante. Il y a juste, on ne s'ostine pas, c'est tellement clair. Ça réduit de 38% le risque de démence, le fait d'être actif. Qu'est-ce que ça veut dire d'être actif, évidemment? Les recommandations canadiennes sont les mêmes, peu importe notre âge. C'est 30 minutes, 5 fois par semaine, avec de la cardio, résistance, flexibilité. De plus en plus, on commence à montrer que la résistance est aussi importante. Ce n'est pas juste la cardio, il faut faire un peu de muscle. Puis évidemment, il faut s'adapter à notre condition physique, hein, et donc nos capacités, etc. Moi, j'ai l'habitude de dire, partez de là où vous êtes, toute augmentation est bonne. Parce que quand on voit ça 30 minutes, 5 fois par semaine, on se dit, oh mon Dieu, jamais, j'y arriverai jamais. Mais si vous augmentez juste un peu, c'est suffisant. C'est bien, vous êtes dans la bonne direction. Et puis, ça peut être des choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Juste faire des exercices avec les bras. Si vous êtes à mobilité réduite, par exemple, vous pouvez faire des exercices avec les bras, avec des bouteilles. Vous pouvez monter un escalier, vous habitez au 5e, vous arrêtez l'ascenseur au 4e, puis après vous arrêtez au 3e, puis vous faites ça graduellement. Donc, il faut faire ça très simplement. Faire le ménage. Faire le ménage, c'est dur physiquement, en fait. Donc, il y a vraiment des façons d'intégrer ça dans son quotidien. On commence comment? On commence avec des activités qu'on aime surtout. Si vous n'aimez pas le gym, allez pas au gym. Ça aide quand on le fait avec des amis ou de la famille. Vous avez sûrement ici des cours de yoga, des cours d'activité physique, ça c'est bien. Si ça peut être intégré dans votre horaire habituel, c'est encore mieux. Puis faites simple, hein? Donc marcher. La marche, c'est vraiment bien, c'est correct. Monter les escaliers, tâches ménagères, jardinage, danser dans son salon, etc. Donc ça, je vous encourage vraiment à regarder comment vous pouvez intégrer ça dans votre quotidien. L'alimentation. L'alimentation est aussi vraiment reconnue comme très importante pour protéger son cerveau. Prévalence de la mauvaise alimentation au Canada, vous le voyez ici, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas très bien. Bon, on va se le dire. C'est pas manger un petit beigne en rentrant ici. Ça, non, c'est pas ce dont je parle. Mais c'est vraiment notre alimentation plus globale. Et on sait que ça augmente le risque de démence de 30 à 60%, d'avoir une mauvaise alimentation. Puis et ça, c'est juste une étude pour vous montrer encore une fois que ça repose sur de la science. Ça, c'est une étude espagnole où ils avaient mis
alloué au hasard, les gens, soit ils avaient une diète méditerranéenne avec de l'huile d'olive ou avec des noix, ou ils continuaient leur diète habituelle. Et ce qu'on a vu après quelques temps, on a suivi ces gens-là sur 4 ans, et on a vu que les gens qui avaient la diète méditerranéenne avaient beaucoup moins de déclin cognitif que les gens qui avaient continué leur diète habituelle. Donc, ça montre vraiment qu'on peut jouer sur notre cerveau, sur notre cognition, en adoptant une diète qui est plus saine. Et qu'est-ce que ça veut dire, une bonne alimentation? Bien, le guide alimentaire canadien, il est très, pour moi, c'est simple, c'est clair et c'est très proche d'une diète méditerranéenne, en fait, avec des légumes, des fruits en abondance, avoir des aliments protéinés, mais pas juste la viande rouge. Mais on aime ça, je sais, mais essayez de manger un peu de poisson, par exemple, dans votre semaine, ou des protéines non animales. Faites de l'eau votre boisson de choix, choisissez des aliments à grains entiers. Tout ça, c'est comme, ça semble, c'est assez simple, en fait. Même s'il faut parfois un petit peu apprendre à cuisiner de cette façon-là. Mais si vous avez, je pense, accès à une cafétéria, ou enfin à un restaurant, je pense, j'imagine, ben, je suis sûre qu'ils vous servent, vous avez accès à des repas qui soient très sains aussi. Alors, quelques trucs pour bien s'alimenter, parce que des fois, quand on vieillit, le problème, c'est qu'on a moins faim, on a moins envie de cuisiner. Bien, prendre l'air avant les repas. Éviter les aliments transformés. Ça, c'est un bon truc, parce que dès qu'on cuisine un petit peu plus, qu'on évite un peu les aliments tout faits, souvent, ça enlève beaucoup de sel, ça enlève beaucoup de sucre. C'est beaucoup. Et déjà, on se dirige un peu vers le plus, on se rapproche d'une alimentation saine. Cuisiner soi-même, même si c'est des plats très simples, planifier ses repas de la semaine, ça motive aussi. Puis explorer de nouveaux aliments avec vos amis. Faites par exemple des réunions où vous allez chacun amener un plat santé, par exemple, avec des amis ou avec votre famille. Bon, santé cardiovasculaire et métabolique, c'est très important. Quand on vieillit, on a plus d'hypertension, entre autres. On peut développer du diabète, on a les problèmes d'obésité, bien qu'en vieillissant, on tend à perdre un peu de poids. Alors, tous ces facteurs sont fortement associés au risque de démence. Donc, vous voyez qu'ils sont tous à peu près pareillement associés. Hein? Vous allez voir dans ma conférence, il n'y a pas un facteur qui est wow, le facteur qui est super associé, puis si vous l'enlevez, non, ils sont tous à peu près pareils, ce qui est bien, quelque part, parce que ça veut dire que vous pouvez un peu choisir. Si vous réduisez, par exemple, déjà, si vous traitez votre hypertension, vous en occupez, traitez votre diabète, vous allez vraiment mettre des chances de votre côté. Très important. Santé vasculaire, santé métabolique. Donc, évidemment, puisqu'on ne se soigne pas tout seul, hein, il faut en parler à son médecin. Tout ça, c'est des choses qui se traitent bien pharmacologiquement, le tabagisme un peu moins, mais il reste que le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, ce sont tous des facteurs qui se traitent bien. Donc, parlez-en à votre médecin, assurez-vous de vérifier régulièrement votre pression artérielle, puis l'arrêt de la cigarette, même tardivement, ça réduit les risques. Alors, le sommeil, c'est le new kid in the block, c'est un nouvel ami pour le cerveau. On va voir un peu pourquoi tout à l'heure. Alors, beaucoup de gens, surtout quand on vieillit, ont des problèmes de sommeil et on voit que les problèmes de sommeil augmentent le risque de démence d'à peu près 50%. Et pourquoi? C'est que le sommeil sert à reposer le corps, mais il a aussi des fonctions réparatrices pour le cerveau. Et ça, c'est très important. Il y a des protéines qui sont toxiques, qui sont associées à la maladie d'Alzheimer, comme l'amyloïde. Bien, ça, on en produit tous. Parce que l'amyloïde, ça se produit dès qu'on réfléchit, qu'on fait des choses, nos neurones vont produire de l'amyloïde. Mais dans la maladie d'Alzheimer, ça va s'accumuler. Puis ça va bloquer le fonctionnement des neurones. Mais ce qu'on sait, c'est que cette amyloïde, elle est évacuée pendant le sommeil.
Donc, d'où l'importance d'avoir un sommeil qui soit, d'avoir un bon sommeil, de s'intéresser à son sommeil. Alors, pour comment on améliore son sommeil, ben, évidemment, on a un environnement qui est adapté. On essaie d'avoir une chambre fraîche, une chambre sombre. On se lève. Si on ne s'endort pas, on fait une activité calme. On fait de l'activité physique, mais au bon moment, donc pas trop proche du coucher parce qu'on sait que ça va vous stimuler, vous empêcher de dormir. On réduit la prise de liquide et de stimulants, dont le café après 5 heures, des liquides trop proches du sommeil, ça va vous amener à vous réveiller, à avoir envie et à vous réveiller pendant la nuit. Donc ça, il faut un petit peu faire attention à ça si on a le sommeil fragile. Les apnées du sommeil, ça pour moi, c'est tellement facile, entre guillemets, de traiter les apnées du sommeil. Si vous ronflez, si votre conjoint ronfle, faites-le voir parce que les apnées du sommeil, vous savez, la personne va littéralement arrêter de respirer pendant quelques secondes. Ça veut dire qu'on a un cerveau qui est en manque d'oxygène pendant quelques secondes. Et il y a des appareils qui permettent de moduler l'apport de l'air. Ils sont de plus en plus efficaces et ça fait des miracles. Alors, vraiment, traiter les apnées du sommeil, ne pas dormir sur le dos, réduire le poids, ça, c'est des actions qui peuvent aider aussi pour les apnées du sommeil, mais les appareils qui permettent de moduler l'apport de l'air sont vraiment très utiles et importants. Alors, l'audition. Qui a des problèmes auditifs ici? Sûrement beaucoup. Hein? Quand on vieillit, beaucoup de gens ont des problèmes auditifs. J'ai des problèmes auditifs. Ma mère a des problèmes auditifs. C'est quelque chose qui est très prévalent. Augmentation du risque de démence, 90%. Hein? 90%. Et ça aussi, c'est le new kid in the block, c'est-à-dire notre nouvel ami, c'est les troubles auditifs. C'est un changement qui est inévitable et irréversible. Donc, si vous commencez à trouver que tout le monde marmonne, vous commencez à dire à votre conjoint, « Ah, tu marmonnes, là, parle un peu plus fort en voiture. » ou c'est parce que vous commencez à avoir des problèmes auditifs. Possiblement. Hein? Difficulté à suivre une conversation. Les restaurants sont tellement bruyants. Moi, quand j'étais jeune, je ne trouvais pas que les restaurants étaient bruyants. Je vais dans les mêmes restaurants maintenant, je trouve ça épouvantable. Ben, c'est parce que quand on vieillit, on est plus sensible au bruit de fond et donc on a plus de difficultés à suivre des conversations. Les acouphènes. Les acouphènes, souvent, vont accompagner une perte auditive. C'est cette espèce de sifflement ou bourdonnement qu'on a dans les oreilles. Donc, tout ça, c'est embêtant, c'est sûr. Hein? Ça augmente, c'est plus fatigant, c'est plus laborieux. On a du monde, beaucoup de monde à la maison, tout le monde parle fort. On se sent un peu qu'on ne va pas pouvoir participer à la conversation. Donc, on va rester silencieux, on va s'isoler socialement. Puis, probablement qu'on va diminuer notre stimulation cognitive. Donc, avoir des problèmes auditifs, tout comme avoir d'ailleurs des problèmes de vision, mais ça a des effets qui sont pernicieux. Et ça va faire en sorte qu'on va s'isoler, moins faire de choses, moins être stimulé. C'est très important de s'y attarder. Alors, comment on réduit l'impact? Parce que c'est quelque chose qui arrive, hein, puis c'est quelque chose qui est naturel, puis qui vient avec l'âge. Puis, on essaye de s'aider. Hein. D'abord, les amplifications, les aides auditives, les aides dans l'environnement pour remplacer l'audition. Je sais que ce n'est pas optimal, je sais que c'est aigu, puis ça fait mal, ce n'est pas toujours très confortable, mais le bénéfice, c'est important. Puis, l'autre chose, c'est qu'on peut aussi avoir des stratégies, réduire le bruit ambiant, donc avoir des stratégies qui vont faire en sorte que quand arrive quelqu'un, on baisse la télé, on demande aux gens de peut-être faire des petits groupes plutôt que d'être tout le monde autour dans un même environnement, puis tout le monde parle. Essayer aussi si on est avec nos enfants, par exemple, dire, est-ce qu'on peut essayer de parler, de ne pas avoir des conversations parallèles? Tout le monde parle sur un même sujet. C'est sûr que si vous êtes avec votre conjoint, puis que vous parlez d'une pièce à l'autre, ce n'est pas idéal.
Une stratégie très utile, si vous êtes dans un restaurant, asseyez-vous dos au mur. Vous allez moins sentir l'impact du bruit ambiant. Obtenez l'attention de la personne. Donc, commencez pas une phrase avant d'être sûr que la personne est là, puis elle vous voit, elle vous entend. Et toujours replacer le contexte de la conversation. Regardez celui qui vous parle, parlez lentement, articulez. Donc, tout ça, c'est des petites stratégies qui peuvent faire toute une différence quand on a des problèmes auditifs. L'autre élément très important, c'est le réseau social, la santé psychologique. Les gens, c'est sûr qu'on dit qu'à peu près 11% des gens sont isolés socialement, 17% des gens souffrent de dépression et tout ça va augmenter le risque de démence. Comment on améliore son réseau social, sa santé psychologique? Bien, évidemment, on essaye de maintenir un lien avec les gens avec qui on aime interagir. Donc, c'est pas de parler avec des gens qu'on n'aime pas puis n'importe qui, c'est vraiment avec qui on souhaite maintenir le lien. Moi, j'ai envie, par exemple, telle personne, ma cousine, je l'aime bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je fais un plan, je l'appelle tous les mois, par exemple. Donc, on est systématique, on maintient le lien. Sortir de chez soi, c'est évidemment important pour réduire son isolement social. Attention à la retraite. La retraite, déménager, changer de lieu, c'est des transitions qui sont parfois difficiles, qui fait qu'on perd nos repères, qu'on doit un peu se redéfinir. Il faut éviter que les changements de milieu, les changements de travail, par exemple, vous isolent socialement. Puis surveiller les signes de dépression chez vous puis chez vos proches. Et on va finir par les activités cognitivement stimulantes, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis plusieurs années. On sait que la basse éducation, elle est prévalente dans le monde, 40%, très prévalente, avec une augmentation du risque de démence qui est à peu près comme les autres facteurs, donc à peu près 60%. C'est quoi être cognitivement stimulé? Ben, déjà, c'est de venir ici ce soir. Si vous êtes ici ce soir, là, vous apprenez des choses, certains prennent des notes, etc. Ça, c'est déjà une activité stimulante cognitivement. Donc, c'est d'être intellectuellement stimulé par tout un tas de choses. Ça peut être les loisirs, le travail, évidemment, l'engagement social. Il y a des gens qui sont bénévoles, il y a des gens qui veulent faire de la politique à 70 ans, il y a des gens qui veulent développer leur créativité. Tout ça, ce sont des activités qui sont stimulantes pour votre intellect. Continuer d'apprendre de nouvelles choses, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, diversifier ses activités. C'est sûr que vous êtes très bon au Scrabble, vous êtes très bon au Sudoku, c'est super, continuez à le faire, vous aimez ça, c'est bien, mais faites pas juste ça. Essayez de sortir des fois un peu de votre zone de confort en faisant autre chose. Ça peut faire en sorte que vous allez stimuler d'autres régions de votre cerveau et vous allez vous protéger des effets du vieillissement cérébral. Moi, il y a aussi ce qu'on appelle les entraînements cognitifs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est que soit des jeux sur ordinateur ou alors des groupes de stimulation cognitive où on va apprendre des stratégies. Nous, on a développé un programme de ce type-là, ça s'appelle Memo+. Mais je voulais vous donner quelques exemples de ce programme-là parce que, juste un peu, ça peut vous aider peut-être à développer vos propres stratégies. Dans ce programme-là, on va apprendre aux gens d'abord à porter attention. Donc, si vous voulez bien mémoriser, si vous voulez optimiser votre fonctionnement cognitif, ce qu'on apprend aux gens, c'est d'abord concentrer votre attention. L'attention, c'est comment quand on met des choses dans la mémoire, la première chose à faire, c'est d'y porter attention. Si vous ne portez pas attention, vous n'allez pas mémoriser. Il y a des gens qui font plein d'affaires en même temps, puis ils ne mémorisent pas. Mais ils n'ont juste pas porté attention, ils n'ont juste pas mis en mémoire parce qu'ils faisaient 2-3 choses en même temps, etc., ou ils allaient trop vite. Donc, ralentir, s'arrêter, être conscient du présent. Donc, vous avez
Par exemple, vous allez vous arrêter, vous allez... Où j'ai garé ma voiture, on oublie tout le temps où on a garé notre voiture. Hein? Ben là, arrêtez-vous, trouvez un repère pour identifier là où vous avez garé votre voiture. Ça prend, il faut s'arrêter. Il faut porter attention. Bon, réduire les bruits non pertinents, je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout quand on vieillit, les bruits non pertinents deviennent des distracteurs et empêchent de focaliser notre attention sur l'important. Donc, quand on veut apprendre quelque chose, comme un enfant, hein, quand il veut apprendre quelque chose, il faut y enlever les bruits pertinents. Mais c'est la même chose quand on est adulte, quand on est plus âgé. Les distracteurs visuels, des fois, c'est pas bon. Et essayer de réduire le multitâche. Je dis ça beaucoup aux quadragénaires puis aux quinquagénaires là, qui font plein de choses en même temps. Eux, ils se plaignent de leur mémoire, mais parce qu'ils vont trop vite, ils font trop de choses, ils sont trop dans le multitâche continuel. L'autre principe pour bien mémoriser, donc là, on sait qu'on doit porter attention. L'autre principe, c'est la profondeur. Par exemple, faire un lien avec des choses que vous connaissez déjà. Les noms de famille. Les noms de famille, c'est la chose la plus difficile à mémoriser. Pour les jeunes comme pour les âgés, là, c'est très difficile parce que qu'est-ce qui dit qu'une personne s'appelle Madame Barne ou Madame Laprise? Il n'y a rien dans le visage comme tel qui m'indique que c'est son nom de famille. Donc, pour le mémoriser, il faut un peu créer des images, il faut un peu s'aider. Alors, on peut faire des liens avec des choses qu'on connaît déjà. Par exemple, je connais une Madame Barnes, elle a aussi été professeure. Je peux aussi verbaliser le sens. Par exemple, si on veut mémoriser où est-ce qu'on a mis son anneau, on peut dire « j'ai placé mon anneau près du lavabo pour me laver les mains ». Donc, on essaie de bien le verbaliser. On peut regrouper des éléments. Vous allez faire votre épicerie, je suis sûre que vous regroupez les choses un peu. J'ai besoin des légumes, vous mettez ensemble les légumes, les produits d'entretien, etc. Il y a beaucoup aussi de stratégies qui vont faire appel à l'imagerie mentale, un peu sur la note de l'humour, où on va visualiser une action à faire, par exemple. Donc, on pourrait dire, ben là, je dois faire telle chose. Donc, on visualise l'action. Mais on pourrait aussi faire des images amusantes. Par exemple, vous avez ici M. Beauchamp. Hein, c'est M. Beauchamp. Un champ, ça vous dit quelque chose. Donc, on voit un champ, c'est une signification. Puis là, vous allez essayer de trouver quelque chose dans son visage ou ses cheveux ou ailleurs là, que vous pourriez relier à ça, à un champ, par exemple. Oui, c'est ça, on peut faire ça. Donc, on peut relier sa houppette, là, à un champ. Et quand on va revoir M. Beauchamp, bien évidemment, on ne va pas lui dire pourquoi on a si bien mémorisé son nom, mais on va porter attention à ça, ça va attirer notre attention. Et ça va nous évoquer notre association rigolote. On peut faire tout un tas d'associations rigolotes. Par exemple, moi, je m'appelle Madame Belleville. Ben, je pourrais vous dire, regardez, j'ai des grands yeux, moi, j'ai des grands yeux. Mettez des buildings dans mes yeux. Une ville, Belleville. Et quand vous allez me revoir, vous allez voir mes grands yeux, là, ben, vous allez revoir les buildings parce que vous les avez vus. Vous avez vu les buildings dans mes yeux. Et ça va vous réévoquer mon nom. Donc, on peut utiliser des stratégies avec des images amusantes pour bien mémoriser. Il ne faut surtout pas négliger les aides externes, les carnets, les agendas, les notes sur le frigidaire, il n'y a pas de problème. Hein? Il y a des gens qui disent « ça rend ma mémoire paresseuse ». Non, non, non. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir utiliser votre mémoire pour des choses qu'on ne peut pas mettre sur des notes, comme le nom de M. Beauchamp, par exemple. Alors, juste pour vous dire que ce type de programme où on va demander aux gens d'apprendre des nouvelles stratégies sont très efficaces. Nous, on a utilisé ça avec des personnes qui sont dans les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, donc qui commencent à avoir des difficultés. Et ça, c'est les données qu'on a observées avant l'intervention. Bon, ça, c'est les gens, on compare des gens qui étaient dans d'autres types d'interventions, puis des gens qui attendaient, là, qui étaient qu'on appelle un groupe liste d'attente.
Et après l'intervention, vous voyez que les gens qui ont reçu ce type d'entraînement, ils ont beaucoup amélioré leur mémoire. Et c'est resté 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, on vient juste de les revoir 5 ans plus tard et ils sont encore supérieurs aux gens qui n'ont pas eu l'intervention. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé quelque chose, peut-être une espèce de cercle vertueux où les gens ont appris à utiliser leur mémoire, ils ont développé une certaine confiance et ça les a aidés pendant très longtemps à maintenir leur mémoire. Et on a aussi regardé le cerveau de ces gens. Et on a observé une augmentation de leur activation cérébrale. Ces gens-là, ils ont une meilleure mémoire, mais ils ont un cerveau plus actif. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'ils repoussent, vous vous souvenez le Jedi, ils repoussent les effets de la maladie sur leur mémoire, grâce à leur activation cérébrale. Alors, j'espère que vous avez compris qu'il y a plusieurs actions que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour protéger votre cerveau et votre cognition. Vous pouvez être actif sur le plan physique, vous pouvez avoir un régime alimentaire sain, vous pouvez contrôler vos facteurs de risque vasculaire, essayer de mieux dormir, garder vos yeux et vos oreilles actifs, maintenir le contact avec des personnes que vous appréciez, rester cognitivement stimulé, c'est toutes des choses que vous pouvez faire. Il y a des activités que j'appelle « qui joue au Scrabble » ici, là. Est-ce qu'il y en a qui jouent au Scrabble? Des activités que j'appelle compte double ou compte triple. Comme au Scrabble, on a des mots compte double. C'est parce que c'est des activités qui vont stimuler plus qu'un domaine. Par exemple, qui vont être actifs, qui vont nous maintenir physiquement actifs, agir sur notre santé vasculaire, agir sur notre sommeil, notre cognition. Le tai chi, par exemple, le yoga, apprendre le tango, c'est des choses qui sont à la fois cognitivement stimulants, mais aussi physiquement stimulants. Des cours pour apprendre de nouvelles recettes saines, c'est bon pour l'alimentation, mais c'est aussi bon pour la cognition parce que vous allez apprendre des nouvelles choses, sortir de votre zone de confort, peut-être connaître de nouvelles personnes. Faire du bénévolat, c'est stimulant cognitivement, mais aussi on augmente notre réseau social, on prend une place dans la société. Apprendre l'espagnol avec son petit-fils, même chose, ça stimule la cognition, mais vous avez une belle activité intergénérationnelle, vous connaissez des nouvelles personnes. Alors, par où vous devez partir? Si je vous ai convaincu à soir, partez de vous. C'est quoi mon profil de risque? Vous avez vu qu'il y a plusieurs facteurs de risque. Peut-être que vous êtes super bon pour un, moins bon pour l'autre. C'est celle-là peut-être qu'il faut travailler. Mais peut-être qu'aussi, vous êtes, OK, je suis pas très, je suis un peu sédentaire, mais j'ai jamais réussi à être active physiquement. Peut-être qu'à ce moment-là, vous pourriez agir sur votre alimentation. Si ça vous tente, si c'est ça qui vous tente, agissez là-dessus. C'est votre priorité, c'est votre intérêt. Vous allez bien plus garder votre motivation si vous agissez sur des domaines qui vous intéressent. Puis votre contexte particulier, vous habitez en résidence, peut-être vous êtes à mobilité réduite, il y a peut-être des choses qui sont votre contexte particulier. Ça aussi, vous devez partir de vous-même. Comme j'ai dit tantôt, considérez d'où vous partez. Pas l'objectif ultime, la perfection, non. Où vous partez. Avec une approche à petits pas, des objectifs simples, réalistes, qu'on peut atteindre. On identifie les obstacles en cours de route. Je suis pas allée, je veux marcher, mais je suis pas allée parce qu'il pleuvait. OK, c'est un obstacle. Est-ce qu'on peut tenter une solution? Peut-être quand il pleut, je pourrais faire monter 2-3 étages à la place, par exemple. Ne jamais oublier le plaisir, toujours. En plus, on va pas, vous êtes à la retraite, c'est pas le moment de faire des choses plates. Donc, on veut que ce soit plaisant. Alors, encore une fois, est-ce que je dois être parfait pour ma santé cognitive? Pas du tout. C'est le fait d'avoir plusieurs facteurs de risque qui jouent le plus. Là, je ne vais pas vous parler des études, mais avec des collègues au Québec, des chercheurs de partout au Québec, on a vraiment observé qu'on a le droit d'avoir son petit péché mignon et qu'on n'est pas obligé d'être parfait. Par exemple, ce qu'on a montré, c'est que les gens, par exemple, sont actifs physiquement, peuvent s'aller un peu plus.
Puis les gens qui salent moins, ben c'est moins pire qu'ils ne soient pas actifs physiquement. Donc, c'est comme si nos différents facteurs de risque, ils jouent tous, mais c'est l'accumulation qui est problématique. Ben, on a le droit d'avoir des petits péchés mignons, c'est correct. Mais on travaille les facteurs qui nous intéressent et pour lesquels on est à risque. Alors, une autre question qu'on me pose, vous avez peut-être des proches, de la famille, qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer, par exemple, ou une maladie de Parkinson, commencent à avoir des problèmes cognitifs. Est-ce qu'on peut encore agir quand on a un diagnostic de maladie d'Alzheimer? Ben, la réponse, c'est oui. On peut agir, mais on n'a pas le même objectif. Donc ici, on peut avoir un petit effet sur la cognition, mais on va avoir beaucoup d'effets sur les symptômes psychologiques et la qualité de vie. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gens pendant la COVID qui vivaient en CHSLD ou en résidence ou qui ont été très isolés. Ces gens-là ont décliné beaucoup. Et ce n'est pas parce que... ils avaient peut-être des petits problèmes au niveau cognitif, mais le fait de ne plus avoir de stimulation, plus avoir de sortie, plus avoir de loisirs, plus avoir les proches, ça a augmenté, précipité leur déclin. Donc ça nous montre bien que quand on a une maladie d'Alzheimer, les petits gestes qu'on peut faire vont faire en sorte que la personne va mieux se maintenir et va maintenir une qualité de vie, va maintenir une santé psychologique. Parce que même quand on a une maladie d'Alzheimer, on a une qualité de vie. Hein? Donc, il faut adapter les actions aux capacités des personnes. Puis évidemment, on sait que la maladie d'Alzheimer est graduelle. Il y a des stades où c'est plus compliqué, il y a plus de défis. Mais il reste que le fait de marcher, le fait d'écouter de la musique, de chanter, manger suffisamment, rester connecté aux proches par le toucher. Juste par le toucher, par exemple, ou la présence peut être suffisant pour faire une différence. Même si c'est pas, on ne va pas ramener la personne à la normale, on le sait, mais on va augmenter sa qualité de vie. Alors, voici un programme santé pour votre cerveau et votre cognition. Vous pouvez prendre un cours de danse, vous pouvez joindre un groupe de marche, vous pouvez écrire un livre de recettes santé, vous pouvez vous mettre au yoga, vous pouvez écrire un journal de voyage, vous pouvez apprendre la photographie, joindre un club de lecture, vous pouvez écrire votre autobiographie avec votre petit-fils qui va mieux vous connaître. Et voilà quelques idées intéressantes. Et la liste continue. Il y en a comme ça des tonnes. Et je vous remercie. Et je remercie mon équipe. Merci. Moi, j'ai été formée initialement à l'Institut de cardio-pneumologie de l'hôpital Laval, anciennement l'hôpital Laval, et j'ai été mis rapidement dans un contexte interdisciplinaire où il y avait des pneumologues, des cliniciens qui travaillaient avec des pathologistes, avec des gens en microbiologie, en biologie moléculaire, dans plein de disciplines, mais on comprend qu'on est dans le multidisciplinaire et non pas dans l'intersectoriel encore. Mais j'ai rapidement été mis dans ce bain-là, puis j'ai rapidement apprécié avoir des contacts avec des gens qui avaient un regard différent, une perception différente, puis ça amenait à voir la problématique de recherche dans sa globalité. Après avoir eu ma chaire de recherche du Canada et l'avoir renouvelée, je regardais le milieu universitaire dans un petit établissement comme l'Université du Québec à Chicoutimi.
Puis je me disais de quelle façon on peut faire pour améliorer l'environnement, pour que ce soit plus facile pour les jeunes chercheurs qui arrivent en santé. Puis le bon moyen, bien, c'est un centre de recherche. C'est un effet structurant parce que ça te permet d'avoir du mentorat, d'aider les jeunes chercheurs, de pouvoir partager des ressources professionnelles ou des infrastructures. En faisant une revue, puis en regardant ce qu'on avait dans l'université, j'ai rapidement vu qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressaient à la santé, mais avec différentes lunettes, on va dire comme ça. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à la santé en psychologie, en physiothérapie, en kinésiologie. Ça ne surprendra personne. De la même manière, en sciences fondamentales. Alors, où moi je suis, parce que nous, on s'intéresse aux bases fondamentales, aux déterminants des maladies. Par contre, il y avait des gens aussi à l'UQAC qui s'intéressaient à la santé en sciences sociales, de plus en plus. Alors, c'est plutôt la partie bien-être de l'aspect santé qui est couvert par les sciences sociales. Il y avait des gens aussi en arts qui s'intéressaient à la santé, en administration, en mathématiques, informatique. Bref, il y en a dans tous les départements. Je pense qu'il faut essayer de voir les questions avec différents angles, puis s'attaquer aux problématiques, mais avec différentes disciplines. Puis en ça, je pense qu'un centre intersectoriel, bien, ça peut répondre à cette problématique-là puis à cette question-là. La santé durable, ça se définit comme un état de santé physique, psychologique et sociale, de bien-être à toutes les étapes de la vie, avec une préoccupation pour un environnement favorable puis un accès aux ressources équitable pour les individus, puis en ayant une sensibilité particulière pour les populations en situation de vulnérabilité. Et que ça, je trouvais que c'était particulièrement approprié pour la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on a une population qui est vraiment diversifiée, qui est une population qui est aussi à proximité plus ou moins grande du centre hospitalier. Puis on n'a pas non plus de centre surspécialisé comme on retrouve dans les grands centres. Alors on a des défis qui sont différents et des défis qui, je pense, peuvent être bien servis par l'intersectorialité parce que ça nous permet de voir la problématique dans tout le continuum de la santé. À l'heure actuelle, j'ai un projet de recherche international avec la Belgique flamande. Puis, on s'intéresse à comment est-ce que les enfants sont identifiés par l'école comme ayant des problèmes d'hyperactivité puis d'inattention qui pourraient éventuellement avoir un diagnostic de TDAH. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui pose problème. Puis à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'émotions, de comportements puis d'attitudes des jeunes qui sont identifiés comme problématiques. Donc moi, je m'intéresse vraiment là, à ce qui se passe avant l'identification des problèmes, puis c'est quoi la réponse sociale, scolaire et médicale qu'on fait à ces problèmes-là. On met beaucoup l'accent sur les déficits individuels pour expliquer des comportements problématiques comme l'hyperactivité, l'inattention. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, entre autres, si on prend le cas du TDAH, c'est qu'il semble avoir quand même des faux diagnostics puis une prévalence beaucoup plus élevée que celle qu'on devrait avoir. Je pense que c'est un projet intersectoriel parce qu'on a, moi je représente plus l'aspect sciences humaines sociales, puis je m'intéresse beaucoup à la sphère scolaire, mais je travaille aussi avec la sphère médicale et les troubles psychiatriques qui sont principalement mes objets de recherche, bien, ça fait partie aussi de la sphère médicale, mais il y a toute la sphère aussi privée, donc la famille, les réponses des parents, pratiques parentales qui rentrent aussi là-dedans.